Heureuse de vous savoir nombreux à suivre Financial Afrique. Bienvenue à toutes et à tous dans le grand débat. Longtemps perçu comme le baromètre incontournable de la crédibilité financière des États, les agences internationales Moody's, Standard & Poor's et Fitch Ratings suscitent aujourd'hui une défiance croissante sur le continent africain. Jugé partial, déconnecté des réalités économiques locales et parfois influencé par des considérations géopolitiques, ces institutions continuent pourtant d'exercer une influence déterminante sur l'accès des pays africains aux marchés internationaux de capitaux. Face à ce grand désamour, plusieurs voix s'élèvent pour plaider en faveur d'une réforme du système mondial de notation, voire pour la création d'agences africaines capables de porter un regard plus juste et équilibré sur les économies du continent. Entre dépendance, contestation et recherche d'autonomie, l'Afrique semble engagée dans une redéfinition de sa relation avec ses arbitres de la confiance financière mondiale, agence de notation et Afrique, le grand désamour. On en parle dans le grand débat de ce vendredi avec à ma droite, Rivo Ratsimondré, CEO de la RDE Rencontre des entrepreneurs. Bonjour et bienvenue. Bonjour Dominique, bonjour Adama, bonjour les techniciens. Et avec Adam Awad, le directeur de publication du magazine Financial Afrique. Merci d'être avec nous. Bonjour Dominique, bonjour Rivo, chers téléspectateurs, bonjour. Les agences peut-être Dominique, je dois corriger, je suis à ta gauche, je laisse Adama. Ah oui, tout à fait, à ma gauche, il est à ma droite. Comme c'est la place qu'il aime. Tout à fait. Il n'aime pas la droite. Oui, tout à fait. Alors, les agences de notation et l'Afrique, le grand désamour, je l'ai dit tantôt que ça fait l'objet du grand débat d'aujourd'hui. Adama, quelle est aujourd'hui la place des agences de notation internationales dans la gestion des dettes publiques africaines? Oui, excellente question. Moi, je dirais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une agence de notation? Puisqu'on en parle depuis quelque temps, ça fait beaucoup de bruit. Depuis, par exemple, ici au Sénégal, avec la dégradation de la note souveraine du pays par Moody's, mais aussi en Guinée, avec pour la première fois la notation de ce pays et qui sort avec un B+ auprès des Standard & Poor's. Donc, on parle beaucoup d'agence de notation. Une agence de notation a un rôle particulier, c'est d'évaluer la solvabilité d'un État ou d'une entreprise ou bien d'un actif. C'est ça le rôle d'une agence de notation. Et ce qui est à la fois intéressant et paradoxal, c'est qu'une agence de notation ne donne qu'une opinion et elle n'est pas responsable, grosso modo. Une opinion basée sur les chiffres. C'est une opinion, ouais. L'agence émet une opinion, pas plus. Et cette opinion est la valeur puisqu'elle pèse sur le marché, elle pèse sur le coût de financement de l'État ou bien de l'entreprise qui sollicite le marché. Par exemple, si vous voulez émettre une dette, vous allez en général sur le marché international ou même sur le marché régional, vous allez solliciter une agence de notation pour évaluer votre code de crédit. Et sur cette base, les taux d'intérêt vont soit augmenter ou diminuer. Donc, l'agence a un rôle très important, mais en même temps, elle n'émet qu'une opinion, elle est libre, entre guillemets, en tout cas, elle est libre de toute influence étatique, et normalement, elle est libre de toute influence, sauf que dans leur mode de fonctionnement, on le verra, il y a quand même des conflits d'intérêts. Donc, quel est le rôle d'une agence sur l'Afrique ou les pays africains? Vous savez que nous sommes des pays débiteurs. Nous avons toujours besoin de capitaux étrangers. Donc, l'Afrique est très présente sur le marché international de la dette. Et le marché international de la dette, notamment la dette privée, fonctionne avec justement des évaluations permanentes des risques de crédit, des risques de défaut, donc des risques que pèse ce pays sur les investisseurs. C'est pourquoi, avant même d'aller sur le marché international, nos pays sollicitent, invitent les agences de notation à les noter. Et ces agences de notation, donc, gardent un certain nombre de pays dans leur portefeuille avec des notations périodiques revues au gré des circonstances, au gré des événements politiques, au gré, par exemple, des informations. Parce que nous, les médias, on a l'habitude de le dire, les médias sont le sous-sol des agences de notation, puisque les agences ne font qu'un traitement particulier et nomenclaturé de l'information, mais souvent, elles se basent beaucoup sur les modestes médias que nous sommes pour compléter leur information. Donc,
Le rôle des agences, c'est d'évaluer, pas plus, le risque de crédit, le risque de défaut. Les agences n'émettent qu'une opinion, et quand on dit une opinion, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans une opinion. C'est la subjectivité, c'est l'émotion, quelque part. C'est aussi le biais, puisque ces agences sont souvent situées très loin des pays africains qu'elles notent. Elles ne viennent que périodiquement avec des missions d'une semaine, de 2 semaines. Et elles font le tour de la question et elles délivrent une note. Donc, les notes comportent des biais quand même extérieurs qui sont là, des préjugés qui sont là, et en même temps, elles sont alourdies par le risque de change, puisque nous ne le dirons jamais assez, ces agences nous notent sur la capacité de rembourser, souvent en dollars. Alors, je me tourne de l'autre côté. Adama vient de le dire, ils émettent juste une opinion basée sur la subjectivité. Est-ce que vous partagez cet avis? Alors, Adama, effectivement, a résumé le fonctionnement de l'organisation, mais je vais juste compléter peut-être son propos. C'est pour montrer, peut-être à nous, Africains, comment on construit un écosystème. Les agences de notation, c'est un intermédiaire entre celui qui demande l'argent et celui à qui l'argent est destiné. C'est ça, en fait, l'agence de notation. Et Adama l'a rappelé. C'est-à-dire que celui à qui on demande. Exact. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous prenez, par exemple, nous, dans notre marché UEMOA titre, quand le Sénégal demande de l'argent, le Niger ou la Guinée, du moins, pas la Guinée, mais le Mali, il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas une notation. C'est-à-dire que ceux qui donnent de l'argent ne demandent pas à ce qu'on évalue, en fait, le débiteur. C'est ça, en gros. Mais dans le marché extérieur, c'est-à-dire que dans le marché, si vous voulez aller au marché de New York, de City à Londres, à Stuttgart, peu importe là où vous allez, ceux qui prennent de l'argent exigent de leurs futurs débiteurs que ceux-là même, on puisse émettre, en fait, qu'on puisse analyser s'ils ont leur capacité à leur rembourser l'argent. C'est essentiellement ça, en fait. C'est même pas le rendement, c'est leur capacité à rembourser l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'ils font du rétile, leur solvabilité. Donc, nécessairement, moi, je ne crois pas, comme le journalisme, je ne crois pas au mythe de objectivité. Toute opinion émise, c'est-à-dire que quand vous analysez quelque chose, c'est systématiquement subjectif. Moi, je ne crois pas au mythe, oui, on fait quelque chose d'objectif. Pour moi, c'est subjectif. Bien. Maintenant, Adama, tout à l'heure, l'a dit, et je pense que, dans ton propos, je pense que, pour moi, peut-être on viendra sur le fond. Adama commence à dire par rapport nous, aux Africains. De quoi il s'agit-il? Je pense que pour bien cadrer le débat, il s'agit de la notation de nos dettes qui ont été levées sur les marchés étrangers. Marchés typiquement de Londres, parfois même aux États-Unis, mais je pense pas, on a levé en Asie. Mais dans ces marchés-là, il y a des règles. La règle veut qu'on vous évalue. Donc, maintenant, vous qui demandez l'argent des personnes, on était prompt à demander l'argent des gens, mais les gens vous demandent en fait finalement, qu'est-ce que vous devez prouver contre quoi finalement, qu'est-ce que vous devez apporter pour nous rassurer, ou du moins qu'est-ce que vous devez faire pour que nous, on puisse récupérer notre argent plus le rendement qu'on vous a demandé. C'est juste ça en fait. Après, on peut rentrer au niveau du débat. Adama commence à l'évoquer en disant oui, mais ils ont envoyé peu de personnes, 2 personnes. Mais là, ça on voit quand même, pour moi, c'est l'immaturité de la plupart de nos pays pour ce genre de, comment dirais-je, pour ce type de demande. Pourquoi? Parce que nous, souvent, pour moi, c'est pas, on nous reproche, mais j'aime pas essentialiser parce qu'il y a des gens qui sont super bien organisés, c'est le mot. On n'est pas organisé. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout organisé au plus sommet de l'État jusqu'au plus bas. Il suffit juste, du moins, de regarder notre écosystème. Et avec ces gens-là, vous devez être organisé. Organisé, c'est-à-dire que sortir à quel moment vous faites votre projection, du moins, de votre croissance. À quel moment vous publiez si vous avez des déficits. C'est-à-dire que vous devez organiser votre communication, vous devez organiser la manière dont vous publiez, en fait, du moins vos résultats. Vous devez organiser la manière dont vous communiquez. J'insiste encore avec ces personnes-là parce qu'il y a beaucoup de communication. Donc, juste pour synthétiser mon propos, c'est agence de notation qui note nos dettes externes. Ce qui est normal parce que ça fait partie des exigences, en fait, de moi qu'ils font. Maintenant, est-ce qu'ils le font bien ou ils le font mal? Peut-être Adama apportera demain des précisions. Je veux quand même apporter une petite précision, si vous le permettez, Dominique. Parce que Rivo a dit que pour les agences de notation, pour ceux qu'on sollicite sur le marché régional, souvent on ne demande pas la notation. Je précise quand même que si, parce que sur, par exemple, les derniers APE du Sénégal, que ce soit les dernières émissions, sont notées. Mais elles sont notées justement en monnaie locale.
par des agences locales. Par exemple, Bloomfield Investment avec Lexawara, qui aujourd'hui a été racheté par JCR, qui est l'agence sud-africaine, elle-même rachetée par Moody's. Donc, on retrouve Moody's encore. Mais ici, sur le marché financier de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, depuis 2007, 2 agences ont été agréées. Et ça permet aux émetteurs, les émetteurs aujourd'hui peuvent émettre sans garantie si elles sont notées investment grade. Donc, il y a un vrai enjeu de notation pour la plupart des corporates, la Senelec en ce moment, ou d'autres qui sont notés investment grade, elles vont économiser un petit peu sur la garantie. Donc, ça réduit le coût de financement. Donc, même sur notre marché, les agences les émetteurs, d'une manière générale, sont notés. Maintenant, sur le marché international, il y a un vrai changement qui est intervenu dans l'histoire des agences de notation, qui sont nées à peu près au début du siècle, avec Moody's, et puis Standard & Poor's, etc. Mais au début, c'était les investisseurs eux-mêmes qui sollicitaient les agences et qui leur disaient « je voulais que vous me notiez telle entité ou telle autre ». C'est de la crédibilité. Non, les investisseurs qui avaient leur argent, leurs capitaux, avant de le placer dans une entreprise, ils demandaient la santé de cette entreprise. Donc, ils sollicitaient les agences de notation en leur disant « je veux prêter de l'argent à telle entité, mais je voudrais que vous me la notiez », c'est-à-dire que vous évaluiez sa capacité de rembourser. Ça, c'était au départ. Maintenant, à partir des années 70, il y a eu un grand changement. De plus en plus d'émetteurs et des investisseurs qu'on cherchait qui ne courent pas la rue. Et finalement, le shift, c'est quoi? C'est que ce sont les émetteurs eux-mêmes qui sollicitent maintenant les agences de notation en leur disant « venez nous noter, puisque nous voulons aller émettre en eurobond, par exemple ». Et finalement, le modèle a changé, le modèle économique des agences de notation, puisque aujourd'hui, ce sont les émetteurs qui les sollicitent. Donc, les agents sont obligés de noter un émetteur qui est aussi sur un autre versant, qui est leur client. Donc, comment résoudre ce conflit d'intérêts entre celui qui vous paye pour se faire noter? Est-ce que vous pouvez émettre une opinion neutre? Donc, c'est là le grand débat autour des agences de notation depuis les années 70. En parlant d'opinion neutre, je vais rebondir un peu sur vos propos. Vous avez dit que vous ne croyez pas à l'objectivité, vous croyez à la subjectivité. Mais les agences de notation se basent sur des données publiées par les États, les entreprises, pour pouvoir émettre une note. Alors, comment expliquer ce paradoxe? Mais tout simplement, Dominique, ce sont les hommes qui font le calcul. Ça veut dire que jusqu'à ce que peut-être ils vont remplacer les hommes par des machines. Ce sont les hommes, du moins, qui font les calculs. Comme Adam a dit, un des reproches qu'on leur faisait aux agences de notation, c'est qu'ils notaient leurs clients. C'est-à-dire que si vous notez vos clients, si vous notez mal vos clients, ben vos clients vous disent en fait bye bye. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, peut-être, on l'évoquera. Ils n'avaient pas vu, en fait, la crise. Ils ont fermé les yeux. La crise de 2008. C'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que comment l'agence de notation est vraiment devenu devant la scène avec les crises de subprime. C'est juste du n'importe quoi. Et les agents de notation les notaient, en fait, triple A. Donc, juste peut-être pour compléter ce qu'Adama avait dit. C'est-à-dire que la notation, en fait, c'est-à-dire que la notation est exigée aussi parce que, et avec les normes de prudentielles, en fait, qui est de plus en plus, en fait, du moins qui est rentré en jeu. Quand vous êtes une assurance, quand vous êtes un fonds de pension, quand vous gérez les retraites des personnes, vous n'allez pas mettre l'argent de ces gens-là dans n'importe quelle structure. Donc, ça exigeait finalement que les gens exigeaient que les entreprises, parce que là aussi, il faut préciser, les agences de notation notaient d'abord les entreprises, ensuite, ils sont venus tard avec les États. Ils peuvent noter aussi les collectivités, ils peuvent noter les Sénélec, les ports, etc., tout ce que vous voulez. Donc, c'est parce que il y a une exigence, en fait. Aujourd'hui, quand vous êtes une compagnie d'assurance, quand vous voulez mettre votre argent quelque part, c'est pour ça que nous n'arrivons pas à capter. Parce que nous avons très peu de structures, en fait, ce que Adama expliquait tout à l'heure, l'investissement grade, peut-être pour expliquer rapidement à nos téléspectateurs. C'est-à-dire que vous avez, en gros, du moins des catégories. Investissement grade, d'où, en fait, les notations. Donc, les triple A, donc c'est Moody's en général, mais SP, donc Standard & Poor's et Fitch, chacun a ses notations un peu avec les lettres, tout ça, mais en gros, vous avez en fait 3 niveaux. Investissement grade, c'est-à-dire que c'est-à-dire que votre risque, la perception de risque, votre perception de risque en fait est faible. Quand votre perception de risque est faible, en gros, on va vous demander, en fait, on sait que vous allez rembourser le rendement que l'investisseur va demander.
est faible. Et puis, ainsi de suite. Donc, plus la perception du risque est élevée, plus on va vous demander de l'argent. Donc, c'est tout un marché, en fait. Il y a des gens qui assument ça. Ils appellent ça les junk bonds, par exemple. C'est-à-dire que les obligations pourries, ils le savent que c'est pourri. Pourri, pourquoi? Parce que il y a forte chance que vous fassiez défaut et vous demandent, en fait, un rendement beaucoup plus élevé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est nécessairement subjectif. Sauf si vous le faites par des machines. Et encore, la machine, ce sont les hommes de moi qui le programment. Donc après, on va pas rentrer dans les débats. Et là, ça remet en question la crédibilité de ces agences de notation. Non, mais en fait, c'est pas une question de crédibilité. C'est-à-dire que c'est un jeu, en fait. C'est quand je dis c'est un jeu. C'est-à-dire que vous rentrez dans un jeu. Est-ce que vous comprenez le jeu ou pas? C'est ça le jeu. Aujourd'hui, il y a aucune entreprise que vous connaissez, c'est-à-dire que l'Nvidia, Apple, tout ça, là, parce que peut-être on ne suit pas nécessairement. Toutes les entreprises qui sont sur le marché, vous voulez de l'argent du marché, vous êtes obligatoirement, vous avez une obligation de vous faire noter, comme Madame a dit. Et c'est là le problème des agences de notation. Apple est mon client. Apple me dit finalement, note-moi parce que là, j'ai besoin de lever encore demain pour faire de l'investissement dans l'IA. Excusez-moi, peut-être je cite Apple parce que j'aurais pu citer d'autres sociétés. L'agence de notation, en fait, vous note. Et comme Madame a relevé avec le conflit d'intérêts, maintenant, ils disent finalement qu'ils savent qu'ils doivent lever 200 milliards. Mais pour les 200 milliards, il faut qu'ils soient en fait triple A. Donc, si on reste sur Moody's. Mais si vous le notez 2A, ils vont dire non, mais les gens vont plus prêter 200 milliards. Peut-être ils vont juste me prêter que 140 milliards. Mais moi, j'ai besoin de 200 milliards. Et d'où le problème des agences de notation. Donc, nécessairement, ils sont subjectifs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête, pour moi, ce débat, oui, objectif. Non, ils sont subjectifs parce que l'être humain est subjectif par nature, parce que vous émettez vos opinions. Même si vous essayez, mais pour moi, après, encore, je vais pas rentrer dans le débat philosophique, mais c'est mon opinion, peut-être, c'est pas partagé par Adama ou peut-être par toi, Dominique, mais c'est nécessairement une opinion subjective. Alors, orientée, donc. Alors, Adama, tout à l'heure, Ivo a dit que, quelque part, les pays africains ne suivent pas le jeu parce qu'ils ne sont pas organisés. Est-ce qu'on doit juste pointer du doigt la désorganisation pour expliquer un peu les facteurs à l'origine de la détérioration des notations souveraines de nombreux pays africains ces dernières années? Alors, je ne dirais pas que les pays africains sont désorganisés. Je dirais que c'est des propos c'est les propos de Rivo, bien évidemment. Je dirais que c'est des pays endettés. Ils se présentent en situation de faiblesse dans un marché qui est régi par la loi des rendements. Les émetteurs cherchent de l'argent, les investisseurs cherchent des rendements et cherchent aussi des actifs sûrs, des placements sûrs pour un bon retour sur investissement, puisque derrière les investisseurs, comme les fonds BlackRock, Colony Capital et autres, JP Morgan et autres, derrière, il y a des actionnaires qui attendent des rendements. Donc, la relation, elle est saine. Elle est saine à partir du moment où c'est une relation d'intérêt. Les pays africains, par contre, moi, je suis pas d'accord avec cette idée que nous devons créer une agence de notation africaine pour peser face à l'hégémonie des trois sœurs. Je dirais que, écoutez, l'Afrique doit développer un marché des capitaux. Vous voyez l'intégration qui revient encore toujours, comme quand on parlait de la zone de libre-échange continentale. Si nous avons un marché des capitaux profond, forcément, nous allons avoir des agences de notation continentales et régionales. Voyez-vous, avec l'IOMOA, c'est l'exemple typique de la réussite. Parce que en 2007, quand ils ont agréé ces deux agences de notation, c'était justement par prévision du dynamisme qu'on connaît actuellement sur le marché financier régional. Puisqu'un bon marché financier doit fonctionner plus sur la notation que sur la garantie. Là, je parle des émissions. Imaginez si aujourd'hui on élargissait ce modèle de l'IOMOA à toute l'Afrique. Non seulement on va avoir un marché beaucoup plus profond, des capitaux disponibles, plus d'investisseurs, mais on aura aussi plus d'émetteurs, c'est-à-dire plus d'agents économiques qui sont à la recherche des capitaux. Et on aura encore un besoin beaucoup plus important de notation, de savoir qui est qui. Donc, c'est pourquoi cette idée de l'Union africaine de créer une agence de notation, je trouve que c'est une fausse bonne idée, puisque d'abord, c'est une agence de notation qui risque d'être sous la coupole des pays émetteurs et qui sont endettés. Et ensuite, on ignore carrément quelle est la destination de la notation.
Parce que la notation, comme je l'ai dit depuis les années 70, ce sont les émetteurs qui payent pour se faire noter. Mais pourquoi l'information, elle est destinée à qui? Elle est destinée aux investisseurs qui sont situés dans l'hémisphère nord. Et ces investisseurs, ils ne seront pas enclins à accepter une agence de notation qui ne soit pas la leur, qui n'ait pas une qualité de signature reconnue comme celle, par exemple, des 3 agences dont on parle, les 3 grandes agences qui ont pratiquement pour chacune d'entre elles 100 années de tracking record. Et tout cela pour vous dire que le débat actuel contre les agences de notation a des relents de populisme qui n'arrangent pas, en tout cas, les Africains. Parce que à la fin de la journée, ce qui compte, ce n'est pas le ton, ce n'est pas le discours, c'est le taux d'intérêt. Donc, pour vous, la solution pour le continent, c'est de développer un marché des capitaux, comme vous venez de le dire. Oui, pour moi, première chose, il faut agréger les marchés des capitaux parce que comme on a 40 monnaies, on a aussi 40 marchés des capitaux. Il faut les agréger. C'est comment? Et sans en fait, sans aussi se faire d'illusions sur les agences de notation. Les agences de notation n'émettent que des opinions et elles ne sont presque pas responsables de leurs opinions. Et les agences de notation ne sont pas des oracles. Elles ne prédisent pas l'avenir. Vous avez évoqué la crise des subprimes. Effectivement, Lehman Brothers, qui est tombé en faillite le 15 octobre 2008, si mes souvenirs sont bons, était noté AAA. Donc, les agences qui l'ont noté, célèbres agences d'ailleurs, nous disent, n'ont pas été inquiétés pour cela, mais les épargnants qui avaient mis leur argent ont tout perdu. Donc, il y a une formule célèbre d'ailleurs qu'on utilise pour un petit peu parler des agences de notation. On dit, pas plus qu'on ne peut pas exiger à Britney Spears de faire du Mozart, on ne peut pas exiger aux agences de notation de faire des prévisions. Elles émettent une opinion qui ne valent que pour ceux qui croient à ces opinions. Alors, avant de passer à autre chose, selon vous, aujourd'hui, quels sont les facteurs qui expliquent la détérioration des notations des souverains des pays africains ces dernières années? Alors, nous avons traversé quand même une situation de crise sanitaire majeure qui ne s'est jamais produite dans les annales de l'histoire de la finance et de l'économie mondiale. C'est la crise de la COVID-19. Ce n'est pas la crise de 1929 qui était limitée à la bourse. Ce n'est pas la crise économique des années 80 qui était liée à l'économie, mais là, nous avons eu une crise sanitaire qui est à dimension multiple, avec des répercussions immédiates sur les budgets des pays africains, puisqu'on a été obligé de débloquer des budgets d'urgence pour faire face à la pandémie. Et le confinement a fait carrément arrêter la machine économique. Donc, les entreprises sont sorties endettées, les pays sont sortis endettés avec les plans d'urgence. Donc, la dette africaine, elle a pratiquement doublé. Et aujourd'hui, si on parle de la dette, il s'agit d'une vraie crise. C'est vrai que pour le défaut, en ce moment, c'est encore limité. On parle de l'Éthiopie, on a eu le Ghana, on a eu la Zambie, mais tous les autres pays sont presque en situation de stress. À commencer par le Sénégal, où on parle de dette sur PIB de 119%, si on se fie bien sûr au rapport de la Cour des comptes. La Côte d'Ivoire, c'est un géant qui maîtrise un peu son endettement autour en tout cas, en deçà du plafond de l'UEMOA, ce qui est une prouesse. Mais, d'une manière générale, nous avons une vraie crise de la dette, puisque la dette est passée devant la santé, devant l'éducation, devant tous les postes au niveau du budget. C'est le premier poste budgétaire. Et la question que l'on se pose maintenant, c'est à qui le prochain en termes de défaut, parce que on voit que les pays maintenant s'endettent pour rembourser, pour faire reculer le mur de la dette. C'est une course sans fin et les exportations sont complètement, pour la plupart de nos pays, n'arrivent pas à décoller. Et finalement, tout se passe comme si
on est dans une situation de mort lente sur la crise de la dette, avec un scénario plutôt catastrophe. Mais plus rien à voir avec les agences de notation, du coup, Adama. Et non, écoutez, les agences de notation émettent des opinions sur des pays. Elles émettent que des opinions, mais la réalité, elle est là. La crise de la dette, elle n'a rien à voir avec les agences de notation. C'est une réalité, mais l'opinion, la perception de cette crise, ça, c'est l'agence de notation. Et c'est cette perception qui compte. Alors, elles émettent que des opinions rivaux. Est-ce qu'aujourd'hui, les méthodologies des agences sont-elles adaptées aux réalités économiques structurelles de nos pays africains? Là, tu me poses une colle. J'ai jamais travaillé chez Moody's ni S&P, donc là, ce sont des financiers. Une fois encore, je pense que la question ne devrait pas te poser, si tu me permets, Dominique, dans ce sens-là. C'est un jeu, en fait. C'est-à-dire que c'est eux qui fixent les règles. Est-ce que tu comprends ou pas? C'est-à-dire que, mais c'est pas toi qui détermine le calcul. C'est comme tu arrives à la banque, là, tu vas emprunter à la banque, mais c'est pas toi qui définit à la banque, écoute, regarde mes actifs au lieu de mes. C'est eux qui définissent les règles, en fait. Donc, c'est juste, en fait, tout à l'heure, je vais taquiner Adama par rapport à ce qu'il dit. Effectivement, on a un problème de déficit. Mais ça, c'est pas le problème des agences. Les agences constatent les déficits. C'est pas en fait, ce sont pas les agences qui, du moins demandent à nos États de faire un déficit. Ils constatent un déficit. Ils disent, écoutez, ce pays, il a un déficit. C'est comme un ménage, en fait. Je sais pas si l'analogie est bonne, du moins la comparaison est bonne. Comme un ménage. C'est-à-dire que si vous êtes endetté, vous voulez encore finalement, du moins, vous voulez encore ajouter de la dette à votre dette. Mais les gens vont vous dire, c'est pour ça qu'au niveau des banques, via votre salaire, vous ne devez pas vous endetter au-delà de 30%, en fait. Par exemple, c'est ça. C'est-à-dire que si au-delà de 30%, ils refusent. C'est-à-dire que voilà, c'est ça. Donc, ce que je veux dire juste, c'est que une fois encore, je reviens à mon propos, c'est un jeu. Et nous, Africains, on n'a pas bien compris le jeu. On ne comprend pas le jeu. Pourquoi? Parce qu'on ne s'intéresse pas. Et comment faire pour comprendre le jeu? Mais justement, c'est-à-dire que, en fait, c'est tout. On parlait avec Adama off tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est tout un écosystème. Là, Adama, tout à l'heure, a évoqué, lui, il appelle de ses voeux un marché africain intégré des capitaux. Mais c'est un vœu magnifique. Mais pourquoi ça se produit pas? Un marché, c'est quoi? Un marché, c'est juste l'existence d'un nombre d'entreprises, en fait. C'est ça, un marché. Chacun de nos écosystèmes ne sont pas suffisamment profonds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beaucoup d'informels. Et c'est là où le problème de l'informel, en fait, se pose. J'en veux pour preuve. BRVM, le marché régional. La Bourse régionale des valeurs mobilières. Bourse régionale des valeurs mobilières. Ils ont créé un département numéro 3, qui était censé être dédié aux PME. Est-ce que vous connaissez une PME qui est cotée là-bas? Depuis qu'ils ont créé ça, pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Ils ont baissé toutes les choses. En fait, ils ont baissé toutes les conditions pour que les choses soient beaucoup plus attractives. Est-ce que vous avez entendu parler d'une entreprise qui est cotée là-bas? La bourse continue de faire peur. D'une PME? La bourse continue de faire peur même aux PME. Mais c'est ça, en fait, c'est toute une éducation. C'est ça que je dis, en fait, c'est toute une éducation. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt. C'est ça, en fait, on n'est pas prêt. C'est-à-dire que dans les marchés mûrs, comme aux États-Unis, c'est eux, les Chinois, ils sont beaucoup plus avancés, l'Inde aussi. En Europe, même certains pays, mais les anglo-saxons sont davantage plus orientés vers le marché. Mais chez nous autres, il y a toute une éducation, en fait, à faire. Et donc, du coup, nous, on se lance dedans. Mais après, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de choses, en fait, dont on n'est absolument pas prêt. Adama parlait tout à l'heure, comment vous communiquez? C'est-à-dire que quand vous regardez les pays font très attention. Regardez la France, regardez les États-Unis. Les États-Unis, quand vous regardez toutes les agences de notation, les notes AAA. Les États-Unis, aujourd'hui, ils ont une dette que mathématiquement, ils ne pourront plus payer. Ils ont une dette de 38 trilliards de dollars. 38 000 milliards de dollars. Mathématiquement, ils ne pourront plus jamais payer cette dette-là. C'est-à-dire que c'est impossible. Pourtant, ils sont notés AAA. Pourquoi? Parce que c'est la perception du risque. Pourquoi? Parce que les Américains, c'est-à-dire que leur monnaie, c'est la monnaie du monde. C'est eux qui fabriquent, en gros, la monnaie que tout le monde utilise. Et donc, aussi longtemps que ce fait sera une réalité, les Américains seront toujours notés AAA. C'est un peu paradoxal. Hein? Non, mais c'est ça. Non, c'est ça que je vous dis. En fait, c'est que c'est pas subjectif. Après, forcément, ça serait naïf de considérer que c'est uniquement sur l'économie. Il y a toute une force derrière. Il y a toute une question de géopolitique. Je prends l'exemple maintenant de la France. La France a perdu ses AAA. La France, aujourd'hui, je pense qu'ils sont à plus A maintenant, du moins désormais. Mais pourtant, les gens continuent à faire confiance à la France pour le prêter. Ils ont toujours créé. Voilà. L'Allemagne, par exemple, eux, ils ont gardé leur AAA, sauf peut-être, je parle sous l'autorité de demande Adama. Je pense que l'Allemagne a gardé le AAA. Donc, ce que je dis, c'est que vous entrez dans un jeu.
un jeu, en fait, à multiples dimensions. Il y a l'aspect géopolitique, forcément. Il y a des gens qui vont faire de l'argent. C'est un marché où les gens veulent faire de l'argent. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de trouver une entreprise avec une perception des risques la plus faible et à qui, finalement, on peut demander idéalement un rendement élevé. C'est ça, en fait, le rêve de tout le monde. C'est-à-dire qu'on sait que vous pouvez rembourser et qu'on puisse, en fait, vous demander, finalement, un rendement élevé. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement le cas parce que plus la perception du risque est élevée, plus, du moins c'est couplé avec le rendement, plus le rendement est élevé. Par exemple, ça, c'est une... bon, après, on ne va pas rentrer dans les débats sur la partie du moins de finance de marché. Par exemple, ça, c'est une thèse de ceux qui le font, mais par exemple, tous ceux qui sont dans l'investissement valeur, c'est-à-dire que toutes ces thèses-là, eux, ils disent que le risque n'est pas nécessairement en fait couplé avec le rendement, mais bon, ça, c'est peut-être pour une autre. Alors, vous n'avez cessé de le dire depuis le début de cette émission que l'Afrique ne maîtrise pas les règles du jeu, mais en quoi les agences régionales comme GCR Rating ou Bloomfield Investments se distinguent-elles des grandes agences internationales? Alors, tout d'abord, deux points de précision importantes, cher Rivo. D'abord, c'est le modèle de fonctionnement des agences de notation. C'est vrai que, comme on l'a dit, hein, les agences donnent leur opinion. Donc, il s'agit de plus de perception que de réalité. Le modèle de fonctionnement a quand même certaines limites. Par exemple, les agences t'évaluent en capacité de remboursement en dollars ou en devises. Donc, souvent, comme nos pays sont systématiquement en cours de devises, puisque nous n'imprimons pas du dollar, nous exportons et le produit de nos exportations est constitué de réserves, souvent en dollars, parce que c'est la première moyen de réserve Pour la zone logée à la Banque centrale pour la zone UEMOA. Voilà. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que comme le dollar est presque rationné dans nos pays, ce qui fait que la notation, elle est souvent faible, puisque on est tout le temps d'ailleurs aligné sur les B, tous les pays africains. Hein. On n'a que 2 pays africains qui sont investment grade. Je pense que c'est Botswana et Maroc, partiellement. Donc, c'est Maurice, ils sont investment grade. Ils sont investment grade. Donc, mais c'est vraiment Botswana et Maroc, ces derniers temps, qui tiennent un petit peu le lead par rapport à ça. Donc, il y a un vrai problème, puisque notre vraie capacité, c'est en monnaie locale, c'est dans nos monnaies respectives. Mais puisqu'il y a une déconnexion entre ces monnaies et nos réserves de change, les agences retiennent les réserves de change. Et c'est là c'est la question que vous posez par rapport au rôle des agences de notation locales. Les agences de notation locales sont, comme le nom indique, sur le terrain, en permanence. Donc, elles ont une lecture plus fine de nos réalités. Elles ont une meilleure évaluation des risques et souvent, elles sont imbattables sur l'évaluation en monnaie locale. Vous prenez sur le marché financier de l'UEMOA, les agences qui tiennent le lead, ce sont les agences locales parce que leur appréciation est beaucoup plus juste, pas plus juste, je veux dire, beaucoup plus exacte. Est-ce à dire que les hégémonies des 3 sœurs sont déconnectées des réalités africaines? Alors non, les 3 sœurs sont présentes parce que moi, je n'oppose pas les agences africaines aux agences internationales. Je pense qu'elles se partagent le rôle. Une agence comme Moody's, qui est d'ailleurs locale, puisqu'elle a racheté, comme on a dit, GCR, la sud-africaine, qui elle-même a racheté Wara, donc elle a quand même un pied dans la zone UEMOA. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être donner encore plus d'espace à nos agences de notation locales, puisque quand vous avez, par exemple, les agences qui sont ouest-africaines, elles ont du mal à aller en Afrique centrale, tout comme elles ont du mal à aller sur le marché nigérian ou le marché sud-africain. Donc, la désintégration, la balkanisation africaine fait le jeu des agences de notation internationales qui sont acceptées dans tous ces marchés. Voilà. Et juste une précision, l'Amérique a bien perdu son triple A, je vérifiais tout de suite, au mois de mai 2025 par l'agence Moody's. Il y a 20 ans, peut-être ça aurait été un événement cataclysmique, mais aujourd'hui, depuis 2007-2008, ça rentre dans une certaine banalité de voir les grands pays, l'Amérique et la France, perdre régulièrement leur triple A.
Donc, là, on est sur un autre monde. Dominique, si tu permets, est-ce que je vais juste rebondir sur Adamadi? En fait, je pense qu'il faut bien du moins pour éviter toute confusion. Les agences de notation, je le redis encore, comme je l'ai dit à l'entente de mon propos, ils évaluent c'est-à-dire que nos dettes qui sont cotées finalement sur leur marché à l'extérieur. C'est logique. C'est-à-dire que Ils donnent une opinion. oui, ils donnent une opinion. Ils n'ont jamais dit finalement qu'ils connaissaient, c'est-à-dire que quand ils évaluent nos États, c'est pas par rapport au marché interne, ça les intéresse pas. Et c'est là où j'ai dit finalement en termes de jeu, Elles le font. Font aussi. quand ils font, oui d'accord, mais ça aussi, ce sont les agences internes. Mais quand on demande de rembourser, c'est-à-dire que le Sénégal a levé, par exemple, je ne sais pas qui sont les investisseurs, je pense qu'on peut regarder, qui ont prêté l'argent au Sénégal. Mais ils ne vous demandent pas vos francs CFA. C'est-à-dire que les transactions mondiales demain sont faites en dollars. Donc, Les agences de demande sont faites en... oui, donc les agences de notation, en fait, c'est pas leur faute, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que vous devez rembourser en dollars. Adama l'a évoqué tout à l'heure. Vous n'avez pas suffisamment de dollars. Mais est-ce que ça, c'est la faute de l'agence de notation? Tout ce que je dis, c'est qu'on ne comprend pas le jeu. C'est-à-dire que vous y allez avec une bande, toujours, et là, je reviens à mon propos, bande de bureaucrates qui vient parce que quelqu'un juste qu'on appelle ça, a des commissions à court terme, ceci, à court terme, cela. Et on se trouve, en fait, dans ce type de situation. Quand vous regardez bien les gens qui font ça dans les autres pays, ils ont des services, mais des services avec les meilleurs de chez eux, qui dirigent ces services-là, qui communiquent, en fait. Parce qu'une fois encore, tout est dans la communication. Pourquoi vous faites peur? Si vous dites, OK, l'année prochaine, on va avoir un déficit de temps. Les gens vont dire, ah, donc là, vous allez avoir moins d'argent. Ah, tout de suite, ils regardent par rapport à votre recette. Comment vous allez faire, en gros, pour compenser ce genre de choses? Donc, du coup, les États sont obligés de créer des impôts parce que, justement, pour assurer ces gens-là. Et donc, je le redis encore, les agences de notation, ils notent sur les choses, en fait, qui sont à voir chez eux. Ça ne les intéresse pas de noter en francs CFA. Donc, quand Bloomfield note bien nos pays, et d'ailleurs, je voudrais apporter une autre remarque à propos de ça, c'est pas obligatoire chez nous. De la même manière qu'à l'époque, où Adama avait évoqué en 70, aujourd'hui, quand les États lèvent Adama dans l'UEMOA, quand le Niger émet des titres, le BOAT ou demain les OAT, le Sénégal, le Mali, etc. et tout, ils sont pas obligés d'être notés. Maintenant, c'est une démarche volontaire, collectivité. D'ailleurs, quand vous écoutez le fondateur de Bloomfield, son histoire, de dire qu'une des toutes premières structures qu'il a notées, c'était quoi? C'était le port de San Pedro. Je pense que c'est ça, le port de San Pedro. Il a convaincu pour dire, écoute, si toi, par rapport à ton port, tu veux lever de l'argent, il faut qu'on puisse en fait déterminer ta capacité finalement à rembourser, parce que c'est ça, les gens, vu que tu vas prêter l'argent. Et il a dit finalement, maintenant, on l'appelle celui, grâce à une note finalement, à qui on lève de l'argent. Donc, vous voyez bien, port de Pedro, il ne demande pas l'argent du moins sur le marché du moins de Shanghai ou du moins de Hong Kong. Il demande l'argent, en fait, finalement, du moins dans la zone. Et donc, c'est normal que ça soit noté du moins par une agence locale. Alors, à vous entendre parler, aujourd'hui, la solution pour le continent, c'est de créer un marché des capitaux intégré. Maintenant, quel pourrait être le rôle des institutions comme l'Union africaine ou Afrexim Bank dans la mise en place d'un tel marché? J'ai plus d'espoir. C'est même plus d'espoir pour te dire que la chose vient d'Afrexim Bank que l'Union africaine. Alors, déjà, comme je pense qu'on l'a dit à l'entame de cette émission, il y a quand même quelques agences de notation africaines qui existent dans leurs marchés respectifs. Le Nigérian, Augusto Eco. Effectivement. Donc, l'Union africaine est en train de créer une agence de notation. Mais à laquelle vous ne croyez pas? Je pense que c'est African Rating Agency, Croyez pas. qui est même domicilié dernièrement, après une compétition qui est domiciliée à Maurice. Donc, la suite, on la connaît, recrutement des cadres, placement des économistes, hors bureaucratie, voilà. Mais c'est méconnaître, à mon avis, le rôle et la nature d'une agence de notation. Puisqu'une agence de notation, elle n'est pas faite par les émetteurs. Une agence de notation, elle est plutôt domiciliée côté investisseur. C'est l'émetteur qui paye, c'est cruel, mais c'est ça. Mais c'est l'investisseur qui est le destinataire. Parce qu'il y a plus de demandeurs de crédit que de pourvoyeurs de crédit. Donc, la relation, elle est là. Et une agence de notation africaine avec 54 pays qui sont tous, pour la plupart en tout cas,
sur le marché présentés comme pays endettés, pays à risque au vu de leur taux d'intérêt, pays qui ont beaucoup de problèmes pour rembourser leurs dettes. On voit avec l'Éthiopie, avec la Zambie, avec le Ghana, mais la liste peut être beaucoup plus longue. Donc, cette agence, quelle crédibilité elle aura à Wall Street? Quelle crédibilité elle aura à Londres? Je pense que on devrait encore une fois se concentrer sur la mise à terre des barrières qui nous empêchent d'arriver vers un marché des capitaux efficient. Les exemples sont là, ou bien je dirais l'exemple est là. Pour moi, il n'y a qu'un seul exemple. Un seul exemple, parce que l'Union économique et monétaire ouest-africaine a démontré qu'en connectant 8 budgets, 8 pays, on peut arriver à quelque chose. La plupart de nos pays, en Afrique de l'Ouest, se financent grâce aux émissions sur le marché monétaire et sur le marché financier. Donc, c'est quand même quelque chose à souligner. Vous allez vous sortir de cette zone. En Afrique centrale, il y a une velléité d'y arriver. Il y a des émissions qui se font, mais ce n'est pas avec la même intensité. Mais quand même, c'est le même système aussi. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêcherait, au niveau de l'Union africaine, de travailler à connecter nos marchés, à les connecter, à créer une plateforme pour que les émetteurs puissent s'identifier et que les investisseurs puissent venir et emprunter sur l'ensemble de nos pays. D'autant qu'on a un système qui a été mis en place par Afrique Exim Bank, c'est le rôle, c'est le Pan-African Payment System, PAPS, qui permet de faire des transactions entre monnaies africaines sans l'intermédiation du dollar ou d'une autre devise. Donc, l'outil technique est là, la volonté est là, le besoin est là, il est identifié, il est clair, le bénéfice est là, il est clair, il est identifié, mais le reste est là, cher Dominique, est là, cher Rivon, même si je vois que tu n'es pas d'accord avec moi, c'est la volonté politique. Je peux rebondir sur en fait, dans le propos d'Adama, c'est marrant parce que On est ensemble, on est oui, bien sûr. Non, ça veut dire que sur la vision, en fait, c'est-à-dire que je veux juste en fait rappeler que c'est l'économie qui fait de la finance et non pas l'inverse. C'est-à-dire que dans l'ensemble des propos d'Adama, il ne parlait que de la finance, marché des capitaux, mais il a oublié un détail, en fait, c'est l'économie. C'est-à-dire, quand il dit... Parce que l'économie n'est pas invitée aujourd'hui à table. Non, mais justement, mais c'est-à-dire que pour moi, c'est pour ça que finalement, que là, c'est intéressant de moi ton analyse, parce que c'est l'économie qui fait la finance. Mais par X raison, la finance a fait sécession. C'est-à-dire que il est devenu seul là-bas, une sorte de quelque chose, en fait, qui s'auto-alimente et puis qui s'auto-seul. C'est l'économie qui fait. Parce que quand Adama dit effectivement que le modèle de l'UEMOA avec le franc CFA, je vais pas ouvrir le débat. Non, je ne vais pas parler de français. Juste la zone. Voilà, agrégé finalement parce que grâce à cette zone finalement intégrée, on puisse émettre du moins des dettes. Et cela, je dis finalement, je rappelle, c'est que là, tu as une vision essentiellement financière. Mais si tu ramènes à la vision économique, pourquoi on n'a pas suffisamment du moins de dollars? Parce qu'on n'a rien à vendre. Mais on ne parle pas de dollars. On ne parle pas de dollars. Mais c'est ça que je dis juste en fait, c'est que moi, je mets un bémol sur ce que tu dis. J'entends, je dis, mais je rappelle juste que c'est l'économie pour moi qui fait la finance. Mais la finance, c'est quelque chose qui devait faire partie de l'économie. Mais aujourd'hui, vous avez en fait la finance et l'économie, et la finance a fait sécession. Donc la finance, c'est quoi? C'est uniquement entre eux. Ça veut dire que la finance aujourd'hui ne finance plus l'économie. C'est ça en fait mon propos. La finance ne finance plus l'économie aujourd'hui. Et je vais juste en fait rappeler à Adama, c'est que voilà, c'est que je sais pas s'il s'est rendu compte, mais en tout cas pour moi, ce que j'ai entendu, peut-être c'était pas ça, hein, mais Adama a parlé uniquement de la finance, des capitaux, du moins qu'on enlève des dettes, etc. Voilà. Alors, juste quelques mots rapidement sur cette question. Ouais, tout à l'heure, quand je parlais du rôle de l'Union africaine et d'Afriximbank dans la mise en place d'une agence africaine de notation, vous avez dit que vous avez quel doute par rapport à l'Union africaine, mais vous y croyez à l'Afriximbank. Juste quelques mots là-dessus. Effectivement, c'est-à-dire que moi, je partage avec Adama tout ce qu'Adama a dit sur une nouvelle agence de notation. Pourquoi on réinvente la roue? On a cette extraordinaire en Afrique de penser réinventer la roue. Si l'Union africaine voulait vraiment aider, il aurait dû en fait appeler les agences qui existent et dire finalement comment ils peuvent l'aider. Et c'est là où j'ai dit finalement que nous ne savons pas créer un écosystème, créer du business. Les Américains, regardez les agences de notation, il y a tout un écosystème autour. Hein. C'est-à-dire que les gens qui fournissent des données, les gens finalement du moins qui communiquent, que sur ça, vous enlevez les agences de notation du moins de l'équation, il y a tout un pan de l'économie du moins qui va tomber. On a une opportunité, Adama l'a bien rappelé,
Il y a des gens qui sont là depuis au moins une décennie. Mais pourquoi ne pas les renforcer? Mais pour X raisons, il y a certainement encore des agendas faits par des bureaucrates, comme Adam a dit, il faut placer des économistes. Les économistes, on ne sait même pas d'ailleurs, ils réfléchissent sur quoi, mais ils vont placer les gens à l'île Maurice. Je ne sais pas d'ailleurs, je suis content, je viens de l'océan Indien, donc c'est un voisin, donc je suis content qu'il soit à l'île Maurice. Mais pourquoi à l'île Maurice déjà? On peut déjà tous deviner, comme c'est un ex-paradis fiscal, même s'ils ne veulent plus l'assumer, etc. Et tout, ils veulent mettre là-bas. Donc, sur ça, Dominique, oui, là, je donne, j'épouse parfaitement du moins ce que Adama a développé. Mais maintenant, une fois encore, c'est pas les agences de notation, en fait, du moins qui font notre économie. Ce sont les entreprises. Et malheureusement, nous n'avons pas beaucoup. C'est-à-dire que quand je dis nous n'avons pas beaucoup, c'est que nous n'avons pas beaucoup des entreprises formelles qu'on peut noter. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des entreprises, comme je viens de dire en termes de mon propos, quand vous voulez, par exemple, émettre des dettes, c'est-à-dire que vous émettez ce qu'on appelle les obligations, on vous note. Et ceux chez qui vous allez demander de l'argent, ils vous demandent, monsieur, notez-moi cette entreprise-là. Est-ce que, en termes de risque, est-ce qu'elle est capable de moi de rembourser mes dettes? C'est pas une science exacte. Parce que même s'ils font ça, des fois, ils disent, OK, c'est investissement grade, comme Adama l'a si bien rappelé. Les Lehman Brothers en 2008 étaient triple A. C'est-à-dire que c'est le maximum des lots. C'est-à-dire que personne n'est risque. C'est sûr. Mais finalement, quand on a ouvert le capot, on pensait que c'est Rolls-Royce, mais même pas un 2 chevaux, en fait. Du moins, qui était en plus 2 chevaux bricolés, qui marquait même pas, en fait. Quelques notes d'actualité pour aborder le dernier volet de ce grand débat. Alors, le Sénégal, aujourd'hui, rétrogradé de B+ à CAA1 et les autorités sont montées au créneau pour dénoncer. Perspective négative. Oui, une perspective négative. Tout à fait. Perspective négative. Les autorités sont montées pour dénoncer. Alors, quelques mots là-dessus pour terminer. Oui, je dirais que le Sénégal, c'est en fait un nouvel épisode de la crise des dettes cachées, puisque quand vous avez un taux d'endettement de 120% du PIB et que vous êtes un pays du Sud, vous n'êtes pas l'Amérique quand même, qui a la planche à billets, je rappelle au passage, donc il peut rembourser ses dettes. C'est presque une dette domestique pour ce qui est de l'Amérique, hein, pas un problème. Quand vous avez la France et sa crédibilité, elle est quand même notée double A. Donc, et qui est la BCE qui vient de faire avec les comptes et avec le quantitative easing de la BCE, c'est pas un problème, c'est pas un gros risque pour les investisseurs. Et puis, comme les investisseurs, comme des personnes comme vous et moi, donc, ils sont susceptibles de préférer un risque beaucoup plus proche, le risque français et américain par rapport à leur affect, à leur zone géographique, qu'un risque du Sud qui est lointain. Donc, en un mot, je dirais que cette note, cette dégradation décidée par Moody's traduit les inquiétudes, pas la réalité, traduit la perception, pas justement le réel. Et c'est une opinion aussi. Et c'est le même Moody's qui a dégradé il y a quelques mois les États-Unis d'Amérique. Donc, je suis d'accord sur beaucoup de choses, mais pas sur le fait de dire que oui, c'est un complot, c'est parce que c'est un pays africain. Non, c'est la traduction de l'inquiétude du marché par rapport au Sénégal et à ses prochaines échéances de remboursement de la dette, notamment des eurobonds. C'est la traduction de l'inquiétude du marché, vous participez ou pas? Mais décidément, aujourd'hui, en fait, je n'ai pas trouvé un point de discussion avec Adama. Mais je ne comprends pas. Dans le début, il y avait que tirer à gauche. Ou tu es à droite. Elle t'a placé à droite malgré toi. Tu as corrigé, mais c'est... Comme quoi? Non, je partage parfaitement ce que m'a dit, rien à ajouter. C'est, en fait, une fois encore, je vous le dis, c'est un jeu. C'est-à-dire, c'est un jeu, vous ne comprenez pas les règles, ne jouez pas. Vous venez, ils vous notent. Vous êtes endetté en dollars. C'est en France, c'est pas qu'ils vous notent. Et donc, perception des risques, vous êtes à 120%. Les gens, ils regardent. Est-ce que vous pouvez nous rembourser ou pas? Et par exemple, là, sans être de moi l'oiseau de mauvais augure, mais on est juste à 2 points, en fait, de moins de défaut. C'est-à-dire que CA1, CA2 et CA3 et c'est D. D, ça veut dire défaut. Donc, ça veut dire défaut, ça veut dire qu'il faut, comme le Ghana, il faut restructurer les dettes. C'est-à-dire qu'il faut aller voir chaque créancier, demander, parce que ça aussi, finalement, il fallait jusqu'au bout. Demander à chaque créancier, est-ce que vous voulez bien nous faire un rabais sur l'argent qu'on vous doit? Exemple, on vous doit 1 milliard, mais écoutez, on ne peut plus payer, on peut que vous rembourser que 350 millions. Et là, finalement, je vais jusqu'au bout. Il y a des gens qui acceptent, il y a des gens qui n'acceptent pas. On dit il y a des structures qui acceptent et des structures qui n'acceptent pas. Ceux qui n'acceptent pas, qu'est-ce qu'ils font?
L'Argentine est là demain pour nous le rappeler. Ils vendent leurs créances à ce qu'on appelle les fonds vautours. Les fonds vautours, c'est-à-dire que si les gens disent, OK, d'accord, après, il faut encore, ça reste de la finance, OK. Tel pays vous doit 350. OK, nous, on regarde, on fait l'analyse. Bon, vous avez mis combien? Ouais, nous, au début, on a mis 200, mais nous, on pensait être à 1 milliard, etc. Oui, OK, d'accord, nous, on vous achète à 250. Vous récupérez, mais nous, on va se retourner prendre le pays pour réclamer les 1 milliard. Mais quand même, le Sénégal n'est pas là, Rigo. Non, mais c'est-à-dire que, non, mais. Il n'y a pas de défaut encore. C'est pas pour faire peur. C'est-à-dire que j'amène jusqu'au bout, à long terme, c'est-à-dire que jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est ça qui arrive, en fait. C'est-à-dire que quand vous n'arrivez pas à rembourser, et ces gens-là vont commencer finalement à entamer toutes les procédures. Ils ont une armée d'avocats pour saisir vos actifs quand les avions, par exemple, l'Argentine, une fois c'est un bon exemple. Les avions argentins atterrissaient aux Bahamas parce qu'ils ne peuvent plus aller jusqu'aux États-Unis parce que s'ils arrivaient dans la juridiction américaine, on les saisissait. Donc, bref, le Congo a eu, ce genre le Congo a eu ça. Et d'ailleurs, il y a une structure, ça s'appelle, le nom m'échappe, c'est un sigle. Il y a une structure juridique que l'Afrique avait mis en place justement pour conseiller les États justement dans ce cas de figure. Ouais, c'est au niveau de la BAD. Ouais, au niveau de la BAD, et je pense que c'est Abidjan. C'est facilité juridique. Facilité juridique, exactement, pour aider justement les États africains. Il existe encore. Voilà. Mais qui ne fait plus de bruit, quoi. Effectivement. Donc, c'est juste en fait pour dire quoi? C'est que le Sénégal, voilà quoi. C'est-à-dire que nos PIB, c'est-à-dire que notre déficit a été annoncé moins de 100. Vous dites maintenant qu'il y a une dette cachée plus, mais ceux qui vous prêtent l'argent, demain, ce qui est logique, vous dites, est-ce que vous avez la capacité de nous rembourser? Plus le capital, plus de l'intérêt. Mais disons quand même, sur le cas du Sénégal, contrairement à l'Éthiopie, contrairement à la Zambie, on n'enregistre aucun problème sur le guichet des remboursements. Le pays honore toutes ses échéances. Et en plus, ce qui est paradoxal... Il y a l'espoir. Non seulement c'est une lueur d'espoir, mais j'ai tendance à dire que finalement, c'est une question d'évaluation, de perception. Je vous dis que la dette de 118%, elle est là. Elle a été constatée. Hier, on l'a vu avec la directrice du FMI qui, du bout des lèvres, la reconnaît. Mais quand on voit sur le marché financier de l'UEMOA et qu'on voit que le Sénégal est traité avec des taux presque équivalents à ceux du Côte d'Ivoire, on se dit que le marché n'a pas encore intégré cette donne. Le Sénégal est considéré comme l'un des meilleurs risques de la sous-région. Donc, il y a un paradoxe entre ce qu'on voit, en tout cas sur les taux d'intérêt, et le chiffre de 118% de dette de PIB. On est d'accord encore? Non, c'est-à-dire, non, sur ce point-là, Damas, c'est-à-dire que la perception de risque, une fois encore, moi, je sépare bien deux dettes. La dette dont on parle, c'est dette externe. Et là, on parle de dette interne. C'est-à-dire que la dégradation, c'est Moody's par rapport à la dette externe du Sénégal. Et quand tu regardes le spread du Sénégal. Non, je l'ai pas regardé. C'est-à-dire que je l'ai pas regardé. Oui, mais quand tu regardes le spread du Sénégal, c'est-à-dire que le taux d'endettement aujourd'hui, finalement, du Sénégal, c'est-à-dire que, en gros, la spéculation qu'il y a sur la dette du Sénégal, quand tu regardes, plus la note baisse, forcément, plus les gens demandent parce qu'il y a un terme de risque. Après, les gens échangent, en fait. C'est-à-dire, OK, je veux bien finalement pour ça, demain pour racheter cette dette-là, mais je veux désormais avec un rendement beaucoup plus important parce que là, je suis pas sûr en fait que demain que le pays puisse rembourser. Et je vais juste en fait dire à Adama que le mur en fait est devant nous, Adama. C'est en 2026, c'est en mars et en juin 2026, je pense, moi, si mon souvenir est bon, que les bonds qu'on avait pris en fait en 2020 vont en fait arriver à leur échéance. Donc là, on a un mur de 1 milliard de dollars à rembourser pour mars et juin 2 fois. Donc, c'est le projet de loi de finances 2026 est sorti, à regarder en détail, mais une fois encore, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais comme tu as posé la question, on est en une dégradation des notes, une perspective négative. Et tout, pour moi, j'ai rappelé tout à l'heure, c'est pas stable, mais négatif. C'est-à-dire qu'il y a une forte chance encore que ces gens-là, en fait, leur perception de risque est tellement telle, ils disent qu'ils ne croient pas, en fait, à ce que, c'est ça, en fait, c'est ça signifie, à ce que vous dites. D'où toutes les nouvelles taxes, finalement, du moins qui étaient mises en place, justement, pour rassurer, mais là, ils ont mis perspective négative. Alors, donc, bonne nouvelle pour la Guinée qui est notée B+. Yes, effectivement, c'est pratiquement une victoire en Coupe du Monde. Oui, tout le bruit fait autour de ça. La Guinée est un pays quand même intéressant. Ils ont beaucoup de bonnes nouvelles à annoncer. Simandou 2040 est la plus grande mine de fer encore inexploitée en Afrique et au monde.
Maintenant, le problème, c'est que le fer est en chute libre. Voilà. Est-ce que ça va... C'est une fenêtre d'opportunité pour commencer l'exploitation? Apparemment, si. Il y a aussi les élections qui sont imminentes. Et, sauf surprise, je pense que on risque de signer un bail en bonne et due forme, cette fois-ci pour le président. Ah, on m'a dit. Laissons les Guinéens choisir. Oui, Là, je pense. J'ai dit on risque. Mais quand on dit on, c'est quoi? Toi, t'es Guinéen aussi? Non, je dis le on panafricaniste. Effectivement. Maintenant, par rapport au Sénégal, je reviens sur la contradiction parce que les 118% de dette, c'est la dette extérieure du Sénégal. Ce taux devrait normalement inciter à plus de prudence de la part des investisseurs de l'UEMOA et aurait dû leur susciter de demander plus de gages pour prêter de l'argent au Sénégal, comme c'est le cas de nos pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui empruntent à des coûts très élevés par rapport au Sénégal. Donc, ça montre quand même que malgré la révélation des dettes cachées, malgré tout cela, le Sénégal reste perçu comme un pays non risqué, localement. Donc, au niveau du marché financier régional, et comme le FMI devrait prochainement, si on en croit au sourire et au bon mot de Giorgio-Vina, le nom m'échappe. Notre très cher Cristalina. Si on croit à son sourire d'hier, 16 octobre, où il disait que le Sénégal a eu le courage de la vérité, on pense que bientôt, ils vont signer un nouveau programme, un programme conséquent qui va englober les deux échéances que vous dites. Et je finirai par dire comme Mélenchon que personne finalement ne rembourse sa dette. Non, il faut être du Rivaux, je suis Mélenchon. Non, mais de Rivaux, non. Personne ne rembourse finalement sa dette. On ne fait que reculer l'échéance, puisqu'on rembourse les intérêts et on fait reculer le mur de la dette. Donc nous, il ne faut pas qu'on se focalise trop sur dette, sur PIB, mais plutôt sur la capacité de remboursement. Et c'est ce que font les agences de notation. Alors, la dernière question de cette émission consacrée aux agences de notation et l'Afrique, le grand des amours. Est-ce qu'à long terme, l'Afrique peut-elle espérer réécrire les règles du jeu financier international? On a dit que non, qu'elle ne maîtrise pas les règles. Est-ce qu'elle peut réécrire? Mais tout le monde peut écrire, Dominique. C'est-à-dire que c'est par nous que la civilisation de moi est venue. C'est-à-dire que je comprends pas, en fait. C'est-à-dire que nous, on est que des vœux pieux. Il faut qu'on puisse juste avancer. La dernière fois, on a fait un débat sur l'ASLECAF. En fait, les vrais sujets sont sur place. Mais le problème, un des gros problèmes qu'on a, c'est que dès que j'entends l'Union africaine, là, ça sent pas bon. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont vous planter des projets. Mais ce que tu dis là, oui, c'est parfaitement possible. Comment a fait la Chine? C'est-à-dire que la Chine, quand Mao est arrivé en 45, le grand en avant de la Chine, famine, mort, il y avait pas mal de, il y avait pas mal de problèmes. 70 ans après, la Chine est quasiment la première économie mondiale. Donc, meilleure université. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui aurait cru que les universités chinoises auraient dépassé ceux de Berkeley, ceux de MIT, etc. Et tout. Donc, c'est parfaitement possible, en fait. Mais il faut travailler. Il faut mettre en place des fondamentaux. Donc, les fondamentaux, si vous voulez avoir une économie saine, une économie prospère, vous devez avoir des entreprises saines et des entreprises prospères. C'est ce que la Chine produit. Quand vous regardez le Vietnam, c'est ce que le Vietnam produit. Quand vous regardez tous les pays qui sont, comme on dit, regardez la Turquie. La Turquie, aujourd'hui, ils ont une industrie d'armement. Peut-être que c'est un peu macabre, tout ça, mais par exemple, pour la fabrication des drones, ils ont carrément pris un marché. C'était les Iraniens qui ont fourni les premiers drones que les Russes ont achetés en Ukraine. Mais là, aujourd'hui, quand vous voyez bien, par exemple, dans l'état du Sahel, ce sont les Turcs qui sont, du moins aujourd'hui, les mercenaires qui ont remplacé ceux du Wagner, et puis ceux qui vendent, en fait, qu'on appelle ça, les drones, du moins pour traquer les terroristes. Donc, pour synthétiser mon propos, Dominique, c'est largement possible. Mais nous devons commencer par les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est soutenir PME qui va devenir grandes entreprises. Il faut qu'on sorte de l'informel maintenant. C'est là maintenant. C'est-à-dire que les gens se posent la question, pourquoi c'est bien d'être informel? Être informel, vous êtes là. Vous êtes condamné à être ici à Liberté 6 extension jusqu'à ad vitam aeternam. Les Chinois, ils ont dépassé ça. Les Indiens, ils ont dépassé ça. Vous avez Tata, vous avez des grosses structures, du moins dans la tech finalement, il y en a un dont le nom m'échappe. Bref, tous les pays qui réécrivent des règles, c'est les pays qui ont des entreprises prospères qui vont à la conquête du monde. C'est eux qui produisent toutes ces matières premières. On ne devrait pas réécrire en fait, du moins cette fameuse
page tel que tu l'as évoqué. On termine avec vous, Adama, pour la réécriture des règles du jeu financier à l'international par rapport aux notations. Moi, je dirais qu'aux malades, je dirais de ne pas casser le thermomètre, mais de se soigner. Je pense que l'Afrique a beaucoup de réformes à mener et il faut les mener en se regardant vraiment sans faux fuyant. Et le tort n'est pas de chez l'autre. C'est nous qui sommes défaillants, je dirais, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire c'est nous qui sommes dans le besoin en termes de capitaux aujourd'hui pour financer nos investissements. C'est nous qui acquisons en retard technologique, même si, comme l'a dit Rivo, nous avons, c'est pas le mot que vous avez utilisé, nous avons fait l'histoire. Voilà. C'est nous qui devons aujourd'hui sonner le réveil de l'Afrique, le vrai réveil de l'Afrique, c'est-à-dire... De quelle manière? Décréter tout simplement, sans même, on n'a pas besoin d'argent, la mobilité des facteurs de production. Décréter la libre circulation des capitaux, des marchandises, des Africains, des idées, faire enfin cette Afrique. Vous évoquez la Chine, mais la Chine, c'est l'Afrique. C'est 1,4 milliard d'habitants, c'est comme l'Afrique. Mais moins les 54 frontières, moins les 54 marchés des capitaux, les 54 monnaies, les 54 ministères des Finances. Donc, si l'Afrique a un problème aujourd'hui, c'est vraiment celui-ci. C'est la fragmentation, la balkanisation, et c'est un schéma hérité de la colonisation. Nous n'arrivons pas à s'en départager. Pourtant, on est souvent haï et déjà contre le franc CFA, mais on ne parle jamais de ces pays. Mais ces pays sont hérités de la colonisation. Ils n'existaient pas il y a un siècle. C'est des tracés coloniaux, tout simplement des tracés faits au cordeau. Donc, si vous parlez de patriotisme en désignant ces territoires qui, il y a un siècle, n'existaient pas, qui ne correspondent même pas à notre histoire ni à notre culture, donc moi je dirais que non, vous n'êtes pas encore patriote, le vrai patriote. Vous êtes peut-être nationaliste, comme il y en a beaucoup, qui sont souvent d'ailleurs contre les Africains, qui dénoncent les immigrés africains dans notre pays. Mais nous ne sommes pas nationalistes et nous sommes contre ces nationalistes, nous sommes panafricanistes, patriotes et panafricanistes. C'est possible pour l'Afrique de réécrire mettre en place des réformes et mettre en place des mécanismes solides. Je pense que c'est sur ces mots que je vous remercie d'avoir apporté des éléments de réponse sur ce sujet qui portait sur Agence de notation et Afrique, le grand désamour. Merci surtout à vous pour la fidélité renouvelée à Financial Afrique. C'est tout pour le grand débat d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se dit à la semaine prochaine dans un autre grand débat. Merci.